Je vais procéder à l'appel. Marilyn Wegner, présente. Gérard Lemercier. Sarah Perrault. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle. Louis Chouin. Il va arriver. Sabrina Bécher. Guillaume Vienner. Françoise Turmel. Pascal Séjourné. Claudine Eudes. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Barand. Céline Menant. Pierre Jallet qui a donné procuration à Michael Pereira. Laure Romantel. Jocelyn Coineau. Valérie Dieu. Thierry José. Laurence Béatrice. Dominique Bétourné qui a donné procuration à Claudine Eudes. Chantal Hervieux. Julien Lefebvre. Monsieur Chouin qui vient d'arriver. Ulrich Schouberger. Présent. Valérie Branlot. Sébastien Lerat. Présent. Sandrine Bozek. François Van Vetteren. Présent. Claire Pittet. Pascal Ditch. Présent. Nathalie Perret. Antonin Blanchet. Présent. Donc il est dénombré 31 conseillers présents et 2 conseillers qui ont donné procuration. La condition du quorum, soit 17 membres, est remplie conformément à l'article L21-21 de l'alinéa 17 du Code général des collectivités territoriales. Donc lecture des pouvoirs remis. Monsieur Dominique Bétourné qui a donné pouvoir à Madame Claudine Eudes et Monsieur Pierre Jallet qui a donné pouvoir à Monsieur Michael Pereira. Donc nous allons faire passer le procès verbal du dernier conseil pour signature. Je vous propose de désigner Monsieur Michael Pereira comme secrétaire de séance. Pas d'opposition? Excusez-moi, Madame le maire, c'est pas une position, mais juste une remarque par rapport au dernier PV que vous avez communiqué. On a dans le PV qu'il y avait l'absence de notre discours et l'absence aussi des remarques de M. Ditch et de Régis Berger. Et je pense qu'on peut demander que le PV soit plus fidèle et plus précis par rapport au dernier conseil municipal. Est-ce qu'il serait possible de le compléter? En fait, aujourd'hui, il va falloir signer les procès verbal si on veut continuer le conseil municipal. Et à l'avenir, on prend note de donner que toutes les remarques soient inscrites au PV. Donc, pas de position concernant M. Pereira, secrétaire. 4 questions orales ont été déposées. M. Ditch sur la jeunesse, M. Blanchet sur les liaisons de l'aérodrome, M. Schouberger sur la gestion de la crise sanitaire et les animations estivales. Aucune de ces questions n'a respecté le délai de dépôt de 4 jours francs avant la date du conseil municipal. À titre exceptionnel, elles seront cependant acceptées. À l'avenir, je vous remercie de prendre connaissance de l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal afin de respecter les modalités de forme et de fond, comme le prévoit le règlement. Nous aborderons ces questions orales en fin de séance. Nous allons passer au premier point de notre ordre du jour, l'élection des suppléants et délégués en vue des élections sénatoriales. Il est rappelé que pour la ville de Bernay, conformément à l'article L285 du Code électoral, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
Le conseil municipal doit donc procéder à la désignation de suppléants. Le nombre de suppléants à élire est de 9, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral fixant le mode de scrutin et le nombre de suppléants. L'élection a lieu au scrutin de liste selon le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a eu 3 listes de déposés. Donc il y a eu la liste de M. Schouberger, la liste de M. Pascal Ditch et la liste de M. Ferrer. Donc pour la liste de Bernet Solutions d'avenir, les listes nominatives des personnes désignées titulaires: Marine Wagner, Michael Pereira, Claudine Eudes, Gérard Lemercier, François Turmel, Louis Chouin, Céline Menant, Laure Martel, Pierre Rivet, Pierre Jallet, Chantal Hervieux, Dominique Victorier, Valérie Dio, Pascal Séjourné, Frédéric Paris, Laurence Béatrice, Lumière Lefebvre, Jérôme Parent, Nio Guénet, Sarah Perrault, Camille Dac, Justin Collin, Sabrina Vichy. Pour la liste des suppléants proposés par Solutions d'avenir: Françoise Gauthier, Hugues Cantel, Thérèse Fichet, Gérard Dubuche, Colette Genet, Jean-Pierre Feu, Justine Ruppel, Régis Roussel et Nathalie Jossé. Pour la liste unie pour Bernet, les membres titulaires: M. Éric Schouberger, Dominique Grandlot, remplaçant Mme Valérie Grandlot parce qu'elle est conseillère départementale et elle va voter à ce niveau. M. Sébastien Lerat, Sandrine Gauzet, François Van Metteren, Claire Putet. En suppléant, Mme Annie Turpin, Gérard Beunier, Cathy Leca, Pascal Gouillot, Martine Marette, Gérald Chedeau, Sandrine Van der Hoeven, Francis Bies, Sophie Delanis. Pour la liste bien libre à Bernet, les membres titulaires: M. Pascal Ditch, Mme Nathalie Perret, M. Antonin Planchet. En suppléant, Mme Agnès Langin, M. Simon Jarret, Mme Laurence Cosier, M. Fabien Toinette, Mme Sylvie Lemire, M. Guillaume Ferré, Mme Lucie Del, M. Olivier Pidinas, j'espère pas avoir été Mme Audrey Lefranche. Donc, le bureau de vote sera composé de 4 assesseurs. Les 2 conseillers municipaux les plus âgés, Mme Pierre Putet et Mme Chantal Hervieux, et de 2 conseillers municipaux les plus jeunes, Mme Sabrina Bécher et M. Pierre Rivet. Le maire est d'office le président du bureau. Nous sommes toujours installés le bureau. Donc les 2 plus anciens et les 2 plus jeunes. Nous allons procéder au vote. Comme la dernière fois, on va faire passer l'urne pour éviter que vous vous déplaciez. Donc, pour les listes, pour faire le plus simple, on va voter pour les listes de Michael Pereira, M. Pascal Ditch et M. Éric Schouberger. Et je vais procéder à l'appel pour que vous puissiez voter.
Marie Wagner. Gérard Lemercier. Sarah Perrault. Michael Ferreira. Camille Zahn. Louis Chouin. Sabrina Bécher. Guillaume Jenner. Françoise Turmet. Pascal Séjourné. Claudine Beude. Pierre Vivet. Frédéric Paris. Jérôme Baron. Céline Menant. Pierre Jallet, c'est de l'inauguration de Michael Ferreira. Laure Beaumartel. Jocelyn Coinon. Valérie Diot. Thierry Jossé. Laurence Béatrice. Dominique Bétourné qui a donné une opération à Claudine Beude. Chantal Hervieux. Julien Lefebvre. Ulrich Loumerger. Valérie Branlot. Sébastien Merat. Sandrine Bozek. François Van Fletteren. Pierre Pittet. Pascal Kitsch. Nathalie Perret. Antonin Blanchet.
Le résultat du vote. Nombre de votants en bloc bulletin déposé, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 33. Le résultat, solution d'avenir, 24 voix. Unis pour Vernet, 6 voix. Bien vivre à Vernet, 3 voix. Ce qui donne, pour la liste Vernet Solution d'avenir, 8 sièges. Pour la liste pour Unis pour Vernet, 1 siège. Et pour la liste Bien vivre à Vernet, 0 siège. Nous allons poursuivre avec les autres délibérations. De façon à la délibération numéro 2, la fixation des indemnités de fonction de maire et des adjoints. Le rapporteur est Michael Pereira. Merci Madame le maire. Comme la fois dernière, comme c'est un jeune conseil, excusez-moi, je vais lire la délibération dans son entier. L'article L2123-20 du Code général des collectivités territoriales dispose que lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de fonction de ses membres, à l'exception de celles du maire, sont déterminées par délibération. Le montant des indemnités pouvant être perçues par les membres du conseil municipal est fixé par les articles du Code général des collectivités territoriales relativement à l'indice brut terminal de la fonction publique. Ce dernier est au jour de la délibération 2027. La ville de Vernet se situe dans la strate des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants. Aussi, le maire peut prétendre le droit à une indemnité équivalent à 65% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Cependant, Madame le maire souhaite bénéficier d'un taux inférieur et se voir indemnisée sur la base de 30,80% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Les adjoints au maire, pour les communes de la strate de population de la ville de Vernet, peuvent se voir attribuer une indemnité de fonction au plus égale à 27,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Le cumul de ces indemnités maximales permet de déterminer l'enveloppe indemnitaire qui correspond au montant, hors majoration éventuelle, qui ne peut être dépassée pour l'indemnisation mensuelle des membres du conseil municipal, y compris les conseillers municipaux délégués. Cette enveloppe s'établit à 12 154,32 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose de fixer le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués dans la limite de l'enveloppe indemnitaire maximale. A. Pour Madame le maire, 1197,93 €. Pour l'ensemble des adjoints, 797,32 €. Pour l'ensemble des conseillers délégués, 299,87 €. Le montant total des indemnités de fonction versées mensuellement est de 11 672,38 €. Que les indemnités de fonction sont automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution du point d'indice et de l'indice terminal de la fonction publique. Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. Des questions. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Nous allons passer à la troisième délibération. Majoration des indemnités, majoration du régime indemnitaire primaire. Rapporteur, Michael Ferreira. L'article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les majorations d'indemnités de fonction peuvent être votées notamment dans les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que dans les communes ayant perçu au cours des 3 derniers exercices la dotation de solidarité urbaine. Considérant que la ville de Vernet se trouve être chef-lieu d'arrondissement, il est possible de majorer les indemnités du maire à 20%. Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose de majorer le montant des indemnités de fonction du maire de 20%, ce qui a pour conséquence de porter son indemnité de fonction mensuelle à 1437,52 €. Et le total des indemnités de fonction versées au maire, à ses adjoints et au conseil délégué à 11 911,97 €. Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. Y a-t-il des questions? Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Nous allons passer à l'élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS. Rapporteur, Claudie Couteux. Le nombre d'administrateurs pouvant siéger au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Le conseil d'administration est composé de membres élus au sein du conseil municipal et de personnes qualifiées dans le domaine de l'action sociale nommées par le maire. Il s'avère nécessaire de procéder à l'élection des 8 administrateurs au sein du conseil municipal. Les modalités sont définies par l'article R 123-8 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit que l'élection se déroule au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletin secret. Ce même article prévoit la possibilité de présenter une liste incomplète qui pourra être complétée, le cas échéant, par des candidats d'autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Procès-verbal de l'élection. Vu les articles R 123-8 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2020 fixant le nombre d'administrateurs du CCAS, nous allons procéder à l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Donc les candidats pour la liste verte des solutions d'avenir: Sarah Ferraud, Guillaume Viennet, Frédéric Paris,
Camille Dalle, Sabrina Bécher, Thierry Jossé, Céline Menant. Pour la liste Bien vivre à Bernay, Pascal Ditch, Nathalie Perret, Antonin Blanchet. Pour la liste Unis pour Bernay, Sébastien Lerat, Pierre Coutet, Sandrine Bozek, Ulrich Schumberger, François von Beethoven, Valérie Brandou. Nous allons procéder au vote, comme tout à l'heure, on va passer devant vous et vous votez par main. Par contre, il faut voter pour le nom de la liste. Le nom de la liste, Bien vivre à Bernay, Unis pour Bernay ou Solutions d'avenir. Gérard Lemercier, Sarah Perrault, Michael Pérérin, Camille Dalle, Louis Chouin, Sabrina Bécher, Guillaume Diener, Françoise Turmer, Pascal Séjourné, Claudine Veut, Pierre Ribé, Frédéric Paris, Jérôme Baran, Céline Menant, Pierre Jallet qui a donné coopération à Michael Pérérin, Laure Domartel, Jocelyn Coinon, Valérie Lidio, Thierry Jossé, Laurence Béatrice, Dominique Pétournier qui a donné procuration à Tony Eudes, Chantal Hervieux, Julien Lefebvre, Ulrich Schumberger, Valérie Brandou, Sébastien Lerat, Sandrine
Bozek, François Van Setteren, Claire Pitet, Pascal Ditch, Nathalie Perret, Antonin Blanchet. Solution d'avenir.
Résultat du vote. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages exprimés, 33. Sièges à pourvoir, 8. Résultat obtenu par la liste Solutions d'avenir, 24. Unis pour Bernier, 6. Bien vivre à Bernier, 3. Pour la liste Bernier Solutions d'avenir, 6 sièges. Pour la liste Bien vivre à Bernier, 1 siège. Et la liste Unis pour Bernier, 1 siège. L'avenant de prolongation au marché 2014 de février d'exploitation des installations de production d'eau potable de l'usine d'ultrafiltration des Bruyères. Autorisation de signature. Rapporteur Pierre Rivet. Ça va aller mieux. Donc pour votre information, l'eau potable à Bernay provient d'un captage, le captage des Bruyères. Comment on récupère cette eau grâce à un captage et 2 forages. Ce captage est classé en ouvrage prioritaire car il y a un sujet de turbidité. Là encore, c'est pour votre information, pour connaître le sujet. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, on a mis en place une usine d'ultrafiltration pour régler ce sujet de turbidité d'eau et donc avoir une eau potable de qualité et respectueuse de toutes les normes en vigueur. Et donc c'est sur ce sujet-là, l'usine d'ultrafiltration, que nous avons un contrat de prestation avec Eau de Normandie qui a débuté le 1er août 2014 pour 5 ans. Il y a déjà eu un avenant d'un an qui a été prolongé d'1 an jusqu'en 2019, notamment lié aux incertitudes du transfert de la compétence eau dans le cadre des lois en vigueur. Et donc aujourd'hui, ce contrat arrive à échéance le 31 juillet 2020 et nous avions avant, d'ailleurs le 11 mars, prévu de renouveler ce marché en publiant un appel d'offres, mais on n'a pas pu à cause de la crise sanitaire. Et donc pour assurer la continuité du service public de la distribution d'eau potable, il est nécessaire de prolonger l'exécution de ce marché jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle un nouveau marché sera attribué. Donc il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant de prolongation de marché. Merci, M. Rivet. Y a-t-il des questions? Il a accordé que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je n'ai pas donné la parole. Allez-y, madame. Merci, monsieur le maire. Madame le maire. Cette usine est en fin de vie. Quelle décision allez-vous prendre concernant justement cette usine dans les salariés? Écoutez, on vient juste de s'installer la baisse des 5 jours. Nous avons déjà pris ce dossier en charge et nous donnerons réponse et nous nous réunirons justement pour parler de ce dossier. Mesdames. Monsieur Ditch. Concernant la passation d'un nouvel avenant de prolongation pour une durée de 5 mois pour l'usine d'ultrafiltration jusqu'au 31 décembre, il n'y aura pas de notre part d'obstruction. Par contre, l'eau est un sujet important, tant qu'à sa disponibilité, sa qualité, son prix et son assainissement. Et c'est pourquoi, dans mon intervention, dans l'intervention de Bien vivre à Bernay, cette intervention a pour objectif aujourd'hui de poser des jalons, pour laisser la possibilité à tous les élus que nous sommes
d'étudier le projet d'une véritable régie publique de l'eau et de l'assainissement. En effet, nous, élus de Bien Vivre à Bernay, nous demandons, dans ce soir, bien sûr, vous l'avez dit il y a quelques minutes, comme quoi vous veniez de vous installer, néanmoins, nous demandons l'ouverture d'un véritable débat où nous pourrons apporter nos contributions sur ce dossier pour que Bernay reprenne la maîtrise de ce bien commun essentiel qu'est l'eau. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, pour l'usine d'ultrafiltration, c'était bien expliqué par M. Bibet, on a une exploitation qui est faite par une société, et dans ce cadre-là, je pense que le débat est utile et loin d'être clos. Merci, M. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons des réunions sur ce sujet très prochainement. De toute façon, qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Donc, je reviens sur les membres du CCAS. Donc, pour la liste Bernay Solutions d'avenir, Sarah Ferraud, Léna Guillaume, Marie Frédéric, Laurent Géraud, Dan Camille, Béché Sabrina. Pour la liste Bien Vivre à Bernay, Pascal Dick. Pour la liste Unie pour Bernay, Sébastien Laurent. Nous passons à la délibération des actualisations des tarifs des prestations d'action sociale. Rapporteur Sarah Ferraud. Prestation d'action sociale en valeur de l'agent de la ville de Bernay maintient la nomination des montants pas acteurs. Prestations d'action sociale en faveur des agents de la ville de Bernay, maintien et actualisation des taux à compteur du 1er janvier 2020. L'article 88-1 de la loi 84, alinéa 53, confie à l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale le soin de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi 86.634 du 13 juillet 1983, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Les prestations d'action sociale visées sont allouées à titre facultatif. Il en résulte que le versement d'une prestation d'aide sociale ne constitue pas un droit pour l'agent. Le droit à tout ou partie des prestations sociales est acquis sous réserve d'une décision de l'organe délibérant. Les prestations ne peuvent être versées que dans la limite des crédits prévus à cet effet et leur paiement ne peut donner lieu à rappel. Les demandes de versement doivent être déposées au cours de la période de 12 mois suivant le fait générateur de la prestation. L'octroi des avantages est soumis au plafond indiciaire IB 579, IN 489. Il est proposé le maintien et l'actualisation des prestations d'action sociale. Délibération. Vu la circulaire NOR CPAF 193-685-2C du 24 décembre 2019, la relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune. Vu l'avis favorable des membres du comité technique aux dates du 17 juin 2020. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accorder à compter du d'accorder à compter du 1er janvier 2020 au personnel de la ville de Bernay le maintien et l'actualisation des prestations d'action sociale selon le tableau ci-dessous. Donc on va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Délibération. L'accueil d'un apprenti en licence professionnelle. Rapporteur Michael Ferreira.
Donc l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécificité, de les mettre en application dans une entreprise ou une collectivité territoriale. Que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Le dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. La ville de Bernay a accueilli au service informatique pour la période scolaire 2019-2020 un apprenti pour préparer sa deuxième année de DUT réseau et télécommunications. Au regard de la qualité des missions rendues par l'apprenti et de l'obtention de son diplôme, la ville de Bernay aimerait poursuivre avec lui pour la rentrée scolaire 2020-2021. L'apprenti préparera sur une année toujours affectée au service informatique une licence professionnelle des métiers de l'informatique, plus spécifiquement sur l'administration et la sécurité des systèmes et des réseaux. Il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le recours à ce contrat d'apprentissage. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Renouvellement de contrat aidé dans le cadre du dispositif de parcours emploi compétent. Rapporteur, M. Louis Chouin. Merci Madame le maire. Le conseil municipal a délibéré le 25 juin 2019 sur la création d'emplois dans le cadre du parcours emploi compétences au sein du service logistique. Ces personnes ont été recrutées sur un poste d'agent technique d'entretien pour une durée d'1 an, 35 heures hebdomadaires pour une rémunération égale au SMIC. Ces contrats peuvent être renouvelés pour une durée d'1 an après évaluation par le prescripteur de l'utilité pour le bénéficiaire et sous réserve du respect des engagements de l'employeur. Au regard des formations réalisées lors de la première année et des formations prévues, Pôle emploi est favorable au renouvellement de ces deux contrats pour une durée d'1 an. La participation de l'État, compte tenu des critères d'éligibilité, reste à 60% sur la base de 20 heures hebdomadaires sur le montant brut du SMIC. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les conventions tripartites entre Pôle emploi, les personnes et la ville de Bernay, et l'ensemble des démarches nécessaires au renouvellement de ces contrats. Je vous relis une délibération de l'époque, je suppose. Vu l'arrêté de la préfète de la région de Normandie fixant le montant des aides de l'État pour le contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi, support des parcours emploi compétences PEC, vu également l'avis favorable des membres du comité technique réuni le 17 juin 2020, je vous redonne la parole, Madame. Donc nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Délibération suivante. Le recrutement d'un vacataire au CAF. Rapporteur, Madame Françoise Turmet. Merci Madame le maire. Recrutement d'un vacataire pour les missions d'entretien du CAF. Les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires. 3 conditions doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé. Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité. Rémunération attachée à l'acte. Les besoins ponctuels de ménage liés à l'organisation des manifestations du CAF impliquent le recrutement d'un agent d'entretien. Au regard des contraintes des horaires, du caractère discontinu et ponctuel des missions, il est difficile de positionner un agent titulaire sur ce poste. C'est pourquoi le recrutement d'un vacataire est privilégié. La rémunération à la vacation, qui interviendra après service fait, sera calculée en fonction du temps de travail effectif, au coût horaire de 10,10 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de recruter un vacataire pour effectuer l'entretien du CAF à compter du 1er septembre 2020 pour une période de 12 mois. Il vous est demandé de m'autoriser à recruter un vacataire pour l'entretien ponctuel du CAF à compter du 1er septembre pour une durée de 12 mois, de fixer sa rémunération au coût horaire de 10,10 € et de m'autoriser à signer les documents et actes afférents à ce recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget. De son vote, qui s'abstient. Vous avez des questions? Allez-y, madame. Madame, je suis étonnée du tarif que vous proposez à ce tarif-là depuis le 1er janvier 2020. Donc, dans le projet de vendre ce vacataire financier, mais que le tarif horaire soit indiqué à l'entrée du page, soit élevé comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, madame Vittel, vous savez bien que si les rémunérations mensuelles augmentent, nous sommes obligés de suivre l'augmentation. Nous n'avons pas le choix. Donc ne vous inquiétez pas, il sera ou elle sera recrutée le taux en vigueur. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Planchet. Merci madame. Question. Est-ce que la personne recrutée sera amenée à intervenir de manière répétée pour les mêmes tâches que le CAF? Écoutez, elle est recrutée pour l'entretien du CAF. Vous savez qu'avec les manifestations qu'il y a, les horaires qui sont variés tout dans la journée ou dans la soirée, elle interviendra en fonction de ces manifestations. Donc de manière répétée? Tout dépend du programme et l'autorisation qu'on aura à la manifestation. D'accord. Parce que je voudrais intervenir là-dessus justement sur le plan légal. Cette embauche est une question parce qu'on a eu depuis quelques décisions récentes, le Conseil d'État en fait sur une décision du 2 décembre 2019 confirme que lorsque l'agent public est recruté pour satisfaire un besoin permanent de l'administration, on ne peut pas légalement imposer de conclure un contrat de vacation. Ça, c'est le premier point. Effectivement, tout ça, c'est la difficulté, c'est de définir ce que c'est qu'un besoin permanent. Ça, c'est compliqué. Et l'administration peut recruter, effectivement, en décision du Conseil d'État de 2013, des vacataires par plusieurs contrats successifs. Ça, c'est légal, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, après, je vais le faire. Ça va être bon. Par contre, indépendamment de la durée du contrat de recrutement, c'est ce qui constitue un indice important de l'existence d'un besoin permanent. Donc la qualification d'emploi permanent, elle est indépendante de la circonstance que l'agent qui occupe a été recruté à temps partiel. Ça, c'est une décision du Conseil d'État de 1993. Donc en résumé, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, peu importe que l'agent concerné ait occupé un temps complet ou un temps partiel, pour une durée limitée à quelques jours ou à quelques heures, dès lors que le besoin d'administration est permanent, c'est-à-dire manifesté de manière constante et régulière, l'agent doit être qualifié de vacataire. Donc il nous semblerait opportun de trouver une solution auprès des personnels municipaux. Alors je vous réponds, M. Planchette, on prend un vacataire parce qu'on a déjà quelqu'un qui est à ce poste. C'est en cas de surplus pour ne pas dépasser le taux légal de la semaine. Donc on prend un vacataire, et c'est pas certain qu'on en aura besoin. C'est en fonction des manifestations, des durées, le temps, les heures et les jours de manifestation. Merci. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Monsieur Ditch. Est-ce que vous m'autorisez à intervenir à la marge de ce sujet-là pour apporter une vision d'actualité? Allez-y, monsieur Ditch, on a voté. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, sur notamment le mot théâtre, que le revenu en mémoire, les questions qui sont posées actuellement sur notre territoire, quant à l'ouverture des théâtres, du musée, de la bibliothèque,
de la médiathèque, du camping, etc. Et à cet égard, j'ai pu constater dans des villes de strates semblables, comme Pont-au-Vert encore hier, que le musée était ouvert, que la médiathèque était ouverte, alors avec des conditions qui sont liées aux contraintes et à l'encadrement lié à la crise sanitaire. Néanmoins, le musée est ouvert. J'ai pu m'y rendre très facilement hier. J'ai constaté en plus que des Berniens se sont rendus à Pont-au-Vert pour voir l'exposition Normandie impressionniste. Que la médiathèque était ouverte de mémoire lundi, mercredi, vendredi, en alternance le matin et l'après-midi. Par ailleurs, dans une ville semblable, comme Côte-Bec-en-Caux, puisque j'avais la chance de pouvoir discuter avec un des cadres culturels de cette collectivité récemment, pour être exact, cet après-midi, le musée est ouvert aussi. Et comme nous avons tous en commun cette volonté de renforcer l'attractivité de notre ville, dans cette période estivale, où la culture représente quelque chose d'important. On le sait, puisque ce soir à la Bastia, il y a un très beau spectacle qui se déroule et auquel on va assister. Mais la semaine dernière, c'était complet, ce soir, c'est encore complet. Je pense qu'on devrait très rapidement pouvoir trouver des solutions pour que le musée ouvre, comme ailleurs. Que la médiathèque, la bibliothèque et le camping ouvrent, comme ailleurs. Le camping, je vous donne un dernier exemple, celui d'Oulgate, qui est un gros camping qui est ouvert et qui fonctionne, que j'ai pu constater encore lundi. Et à cet égard, je pense qu'il faut prendre des mesures rapides, avec un timing rapide, et afin de satisfaire cette attractivité qui nous manque tant aujourd'hui. Et pourquoi qu'on puisse dire qu'à Berlin, il y a une chape de plomb qui empêche nos équipements culturels d'ouvrir. On a la chance d'avoir le cinéma comme équipement culturel qui est ouvert depuis quelques semaines. Je pense qu'on doit pouvoir, Madame le maire et aussi Madame l'adjointe de la culture, mettre en place des mesures rapides. Qu'en pensez-vous ? Monsieur Ditch, tout à l'heure, je l'ai dit, c'était 5 jours que sont là. Nous sommes déjà sur le sujet, Madame Durel, Madame Menon. Donc on va revenir très vite avec un programme pour le musée, pour la Bastiale, pour tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, je crois que c'était l'objet d'une question orale. Alors, les délibérations suivantes. L'attribution d'une prime exceptionnelle. Vous savez, la crise sanitaire liée au coronavirus a entraîné une réorganisation subite et profonde de l'activité des services de la ville et du CCAS. La collectivité a maintenu les rémunérations de tous les agents, quelle que soit leur situation. Télétravail, pour maintien à domicile, pour garde d'enfants, pour pathologie et pour les agents sans mission télétravaillant. Des agents ont dû, pour des besoins du service, déroger à la règle nationale du confinement et se sont mobilisés sur le terrain, sur les espaces publics ou en présentiel, en contact direct ou indirect avec le public, dans des conditions d'exercice des missions aménagées et contraignantes. Conformément au décret 2020-570 du 14 mai 2020, qui donne la possibilité aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle à leurs agents, la collectivité souhaitait attribuer une prime aux agents mobilisés dans le cadre du plan de continuité de la ville en présentiel sur site. Ce décret précise que ce sont les collectivités territoriales qui définissent les modalités d'attribution de cette prime dont le plafond maximal est fixé à 1 000 €. Il s'agira d'un montant par jour de travail en présence physique. Le relevé sera fourni par les responsables de service. Une distinction de montant est proposée. 27 € par jour de travail en présence physique, en contact direct ou indirect avec le public, et
exemple l'état civil, la logistique, le service de propreté, l'accueil de loisirs, de restauration municipale. 13,50 € par jour de travail en présence physique sur site, sans contact direct ou indirect avec le public, les services espaces verts, le moulin, etc. Les deux montants ne peuvent pas se cumuler pour une journée de travail. La période permettant le décompte de ces jours de présence physique correspond à la période entre le déclenchement du plan de continuité de la ville et les dates annoncées par le gouvernement du confinement de la population, soit entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020. Le versement de cette prime se fera en une seule fois et au mois d'août. Cette prime est exonérée d'impôts sur le revenu et de contributions sociales. La prime octroyée aux agents, fonctionnaires, stagiaires et titulaires, aux agents contractuels de droit public sur un emploi permanent ou non permanent, quel que soit le motif de recrutement. Les directeurs et responsables de service ne bénéficieront pas de cette prime exceptionnelle, à l'exception des responsables opérationnels sur site, missionnés pour des actions de terrain. Seront concernés les responsables de l'état civil, de la police municipale, de l'accueil des loisirs, de la cuisine centrale et du multi-accueil. Un avis favorable a été rendu par les membres du comité technique réuni le 17 juin 2020. Il vous est demandé de m'autoriser à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessous et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des questions? Monsieur Van-Peter. Merci Madame la maire. Je voulais vous demander un complément d'information. Est-ce que vous pourriez préciser combien d'agents risquent d'être concernés? Quel sera le montant total de l'enveloppe qui sera payé par la ville de Vernet? Et à peu près, quel sera le coût pour une famille, un couple avec 3 enfants comme la mienne par exemple? Donc, là, les services sont en train de rendre tout de suite le nombre d'heures effectuées par certains agents. Cette prime, ce n'est pas de notre fait, ça a été vu par la précédente gouvernance et elle a été votée au CT. Donc on aura d'ici le 15 juillet le nombre exact de personnes avec le montant. Donc on pourra vous les transmettre à la fin juillet pour le prochain conseil municipal. Pour l'instant, en fait, on ne voit pas l'approbation du versement de la prime. Si, c'est ça, vous m'autorisez pour que les agents puissent la toucher au mois d'août. Mais monsieur, vous êtes en train de dire que vous allez poser des questions ou vous n'êtes pas d'accord sur le montant qu'on va leur attribuer? Non, c'est pas ça, c'est que j'aimerais comprendre quelle va être sur le coût pour les gouvernements et surtout savoir ce que ça va représenter en coût pour chaque famille, parce que c'est pareil que notre entreprise on a aussi été développée par le Covid et forcément, à un moment ou à un autre, les familles on a payé cette prime. Je ne la remets pas en cause. Je cherche juste à comprendre quel va être le coût pour ne pas être. Écoutez, on vous fera le ratio de ce que ça coûtera à une famille vernienne, mais je pense qu'on peut remercier nos agents de la collectivité qui ont été là pendant la période du Covid et qui ont assuré la continuité des services. Aujourd'hui, moi-même, j'étais chef d'entreprise, j'ai attribué à mon personnel une prime concernant pour leur présentiel sur site. Je ne pense pas qu'on peut remettre en question et de poser la question combien ça coûtera aux Verniens. Les Verniens ont eu quand même un service, l'état civil qui a été présent sur tous les fronts avec une période pendant plus d'une semaine au début du confinement avec plus de 30 décès la semaine et ont été présents et ont assuré nuit et jour ce service. Je pense quand même qu'on peut attribuer à des agents de la collectivité une prime pour les remercier d'avoir été là. Je vous ai dit, votre complément d'information, je vous le donnerai à la fin du mois pour le prochain conseil municipal. Monsieur, aujourd'hui, on parle, est-ce que vous êtes d'accord qu'on octroie une prime aux agents suivant le mode de calcul qu'on vous a donné? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas en mesure de voter, vous pouvez vous abstenir, monsieur.
Bon, passons au vote. Merci Madame le maire. Monsieur Van Pletteren, en fait, votre question, c'est savoir s'il y aura une augmentation des impôts pour l'année prochaine liée à cette crise, c'est ça, sous-jacent? C'est pas non, pas du tout, c'est simplement de voter en ayant des informations, en sachant en quoi j'engage la gouvernement. D'accord. Donc, juste pour votre information, il y aura un troisième conseil très prochainement. On en fixera la date à l'issue. Et en fait, on va voter des décisions modificatives. Globalement, on sait, M. Jacques Bonamy a envoyé une lettre à l'ensemble des agents. Il y a une enveloppe de 200 000 € dont cette prime fait partie, qui a un surcoût par rapport à la crise du Covid. D'accord? Mais toutes les collectivités et certaines entreprises ont subi cela. Quoi qu'il en soit, effectivement, l'objectif, c'est qu'on ait un budget à l'équilibre, et ce sera le cas. L'objectif du conseil municipal, ce sera justement de statuer sur cela. Là, aujourd'hui, la délib, elle est vraiment sur est-ce qu'on octroie ou pas une prime Covid aux agents de la municipalité. L'enveloppe globale sera d'environ 30 000 €. Mais elle est comprise dans le budget de la ville. Il n'y aura pas un surcoût pour les Berniers. Alors maintenant, vous dire 30 000 €, ce que ça correspond par famille, soit je peux vous dire que 30 000 € c'est pour les 7 300 votants qu'il y avait à Bernay. Le nombre de familles exact, je suis incapable de vous le dire. Mais l'enveloppe globale à peu près sera de 30 000 €. Merci beaucoup pour ces informations. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? L'unanimité. Participation financière de la ville aux dépenses de fonctionnement de l'école privée sous contrat Jeanne d'Arc. Rapporteur Céline Nant. Exposé des motifs. L'article 89 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, modifié par la circulaire 2007-142 du 27 août 2007, fixe les conditions de financement de l'enseignement privé par les communes. Il précise ainsi les dispositions applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. La loi Blanquet 2019-791 du 26 juillet 2019 abaisse la scolarisation obligatoire à 3 ans, imposant ainsi aux communes le versement de la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles privées sous contrat avec l'État. La contribution par élève mise à la charge de la commune ne peut être supérieure pour un élève scolarisé dans une école privée au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ces écoles publiques. Pour l'année scolaire 2019-2020, le coût d'un élève en maternelle s'élève à 1 731,31 € et à 862,01 € en élémentaire. Dans ce cadre, il est proposé d'actualiser la contribution à l'école Jeanne d'Arc, située 13 rue Le Prévost de Beaumont à Bernay, pour l'année scolaire 2019-2020 au regard de ce montant. Soit, pour 21 élèves inscrits à la rentrée de septembre 2019 en maternelle, dont les parents sont domiciliés à Bernay, la contribution de la ville s'élève à 36 357,51 €. Pour les 53 élèves inscrits à la rentrée de septembre 2019 en élémentaire, dont les parents sont domiciliés à Bernay, la contribution de la ville s'élève à 45 686,53 €. Ainsi, la contribution globale de la ville à l'école Jeanne d'Arc s'élève à 82 044,04 €. Le versement de cette contribution s'effectuera une seule fois. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le montant de la contribution et sa modalité de versement. Merci madame. Y a-t-il des questions?
qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Nous allons inverser la prochaine délibération parce que la délibération de demande de compensation à l'État de participation financière de la ville à l'école maternelle du Jeanne d'Arc. Le rapporteur est M. Louis Chouin. Merci Madame le maire. Pour exposer des motifs, l'article 89 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, modifié par la circulaire 2007-142 du 27 août 2007, fixe les conditions de financement de l'enseignement privé par les communes. Il précise ainsi les dispositions applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. La loi Blanquer 2009-791 du 26 juillet 2019 abaisse la scolarisation obligatoire à 3 ans, imposant ainsi aux communes le versement de la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles privées sous contrat avec l'État. Le décret 2019-1555 du 30 décembre 2019 permet aux communes de bénéficier d'un soutien financier pour compenser l'obligation de versement de la contribution financière aux écoles privées maternelles sous contrat avec l'État, dès l'instant où la commune ne versait jusqu'alors aucune contribution. Cette dépense, s'élevant pour la ville à 36 357,51 € pour l'ensemble des élèves de l'école maternelle Jeanne d'Arc pour cette année scolaire 2019-2020, représente une dépense nouvelle. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter auprès des services de l'État une compensation financière à la hauteur de celle indiquée ci-dessus, soit 36 357,51 €. Je vous remercie. Merci, M. Chouin. Vous voyez bien que cette délibération pour voter une indemnité à l'école maternelle Jeanne d'Arc, c'est tout nouveau. Aujourd'hui, l'État propose qu'on la verse et de se faire rembourser par l'État. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Dernière délibération. L'indemnité représentative de logement versée aux instituteurs non logés pour l'année 2020. Rapporteur Sabrina Bécher. Merci Madame la maire. En vertu des dispositions combinées des articles L212-5 et L921-2 du Code de l'éducation, le logement d'un instituteur ou l'indemnité représentative de ce logement constitue des dépenses obligatoires pour la commune. Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur, elle est tenue de lui verser l'indemnité précitée selon des modalités définies par les articles R212-8 et R212-9 du Code de l'éducation. Lors de sa réunion du 29 avril 2020, le Conseil départemental de l'éducation nationale a émis un avis favorable au maintien de l'indemnité de base versée aux instituteurs, soit pour l'année 2019. 2 541,24 € pour un instituteur célibataire, 3 176,55 €, majoration de 25% pour un couple avec ou sans enfants à charge, ou un instituteur célibataire, veuf ou divorcé avec enfants à charge. Le comité des finances locales a, quant à lui, décidé le maintien de la dotation spéciale instituteur DSI à 2 808 €. La commune doit verser le différentiel entre l'IRL et la DSI pour les instituteurs bénéficiant de la majoration. Pour 2019, ce montant différentiel est de 368,55 €. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le versement d'une indemnité différentielle fixée à 368,55 €. Merci, Mme Bécher.
de reconduire le montant de l'indemnité représentative de logement pour l'année 2019, soit un montant de base annuel de 2541,24 €, d'acter que seule la majoration de 25% entraîne une participation par ayant droit à la charge de la commune, soit 368,55 €, et que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6556 du budget. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Nous allons passer aux questions orales. Question d'Antonin Blanchet. Lors de notre campagne, nous avons été interpellés à plusieurs reprises par des habitants de la commune sur la question des nuisances sonores engendrées par la voltige aérienne au-dessus de la ville de Vernoux. Ces habitants, n'étant pas issus forcément des hameaux proches de l'aérodrome, Pilec, Champeau, Macrier, Malardier, etc., mais bien de l'ensemble de la commune. Depuis plusieurs semaines, nous avons pu constater que la voltige se déroulait la journée, le soir, en semaine et le week-end. Encore dimanche soir dernier, à 19h30, un avion de voltige produisait un volume sonore largement comparable à celui d'une tondeuse à gazon que passerait un voisin proche, et ça jusqu'à plusieurs kilomètres de l'aérodrome. Cela a fait voir voler au moins tout l'après-midi. Cette nuisance sonore touche donc plusieurs milliers de personnes et impacte même les communes environnantes. Les arrêtés municipaux et préfectoraux sont pris pour encadrer les horaires de tonte de pelouse ou équivalent. Est-il possible, de la même manière, par arrêté municipal, d'encadrer les horaires de pratique de voltige afin que chacun puisse profiter de sa passion et d'un droit au calme, le but n'étant pas d'interdire la voltige, mais bien de profiter également de moments de calme nécessaires à l'ensemble de notre population en toute intelligence. Monsieur Dubuis, pouvez-vous répondre à Monsieur Blanchet? Merci Monsieur Blanchet pour cette question. Tout d'abord, il est important de rappeler que l'utilisation des aéronefs, c'est-à-dire de tout moyen permettant de s'élever, de se déplacer en altitude, à savoir par exemple un avion, donc cette utilisation bénéficie du principe de libre circulation sur le territoire. Néanmoins, cette liberté est susceptible d'être encadrée, ce qui est le cas, comme vous l'avez rappelé, pour des motifs tirés de l'ordre public, ou tout simplement pour la nécessité d'assurer la régulation de ce mode de transport, notamment pour des raisons de sécurité. Donc d'abord, nous avons également été saisis par quelques habitants avec quelques remontées sur ce sujet de nuisances sonores générées par l'aérodrome, mais plus particulièrement sur les questions des exercices répétés de voltige. J'ai d'ailleurs moi-même deux rendez-vous de mon attention sur ce sujet, comme je vous l'ai dit, avec des habitants qui m'ont sollicité pendant la campagne, et j'ai pas voulu les rencontrer d'ailleurs pendant cette campagne. Sur la base de la réglementation en vigueur, nous allons demander notamment aux services et d'autres à ce que des contrôles soient effectués pour effectivement regarder si cette réglementation est respectée, à la fois sur le plan de vol, mais aussi sur les indices acoustiques. Et enfin, quoi qu'il arrive, il est nécessaire qu'un travail de concertation et de dialogue soit engagé sur ce terrain, à la fois pour bien déterminer les gènes, les périodes de ces gènes, avec un seul et unique objectif, trouver un terrain d'entente pour le bien de tous et en faveur surtout de l'intérêt général. Monsieur Nietzsche, vous avez une question orale. Oui, j'ai fait une erreur, vous reconnaissez, c'est pour ça que je vous donne la parole, monsieur Nietzsche. Merci. La place des jeunes est une question centrale dans notre société, tant elle renvoie directement à son avenir même. La persistance d'un chômage massif, l'approfondissement des inégalités et la difficulté de faire entendre leur voix sont autant d'éléments qui caractérisent trop souvent la vie des jeunes.
Leur envie d'épanouissement et d'émancipation, leur intelligence et leur énergie, leur regard sur le monde et leur capacité à l'intervention citoyenne demeurent des atouts formidables pour, avec eux, faire progresser leurs droits et faire avancer par là même l'ensemble de la société. Quelles premières mesures en direction de la jeunesse allez-vous mettre en œuvre et dans quel délai, au-delà des projets d'équipement en cours ou en réflexion comme cinéma, piscine, etc. Nous allons mettre en place l'aide aux devoirs dans les écoles dès la rentrée. Nous lutterons à toute forme de harcèlement en menant des actions réfléchies à l'occasion d'assises locales de l'éducation. Renforcer l'offre de formation avec de nouvelles filières qui collent aux volontés des jeunes et des entreprises. Redonner de l'ambition aux jeunes passe aussi par l'expression de la liberté. Nous allons créer, comme on l'avait dit dans notre programme, un conseil des jeunes. Question de M. Ulrich Schomberger. Par souci de transparence et de clarté pour les électeurs balnéens, pouvez-vous, Madame le maire, nous indiquer précisément les 4 montants suivants? Le montant global versé par mois à la ville de Bernay aux élus de la majorité de M. Bonamy, le montant versé chaque mois à votre prédécesseur, M. Bonamy, le nouveau montant qui sera versé globalement chaque mois aux élus de la ville de Bernay et le montant qui vous sera versé mensuellement. Je répète ma question afin d'être parfaitement clair. Ce que nous souhaitons connaître n'est pas le montant de l'enveloppe, mais bien le montant payé chaque mois en tenant compte de la formation. Je vous remercie d'avance de votre réponse. M. Schomberger, dans la délibération, nous avons donné le montant exact que le maire obtiendra, les adjoints et les conseillers municipaux. Si vous voulez savoir si on a pris plus que l'enveloppe qui existait avant, je vous rassure, la précédente mandature en 2016 avait 7 adjoints et 4 conseillers délégués, prenez l'enveloppe totale. Nous aujourd'hui, nous avons 9 adjoints, 11 conseillers délégués et on arrive au même montant. Vous comprendrez bien que ce n'est pas pour l'indemnité que nous sommes venus à la mairie Bernay, c'est bien pour réveiller Bernay. Et vous avez le détail des indemnités qui ont été prises par l'ancienne gouvernance sur votre table. Question suivante. Juste, Monsieur Schomberger, sur la forme, ces questions-là, quand même, il s'agit de délibération. Il faut les poser en fait à l'issue d'une délibération. Les questions de fait, ce sont des questions dites politiques, en fait. Voilà, c'est juste sur la forme. Question suivante. Alors, Madame le maire, la mairie a-t-elle prévu, en dehors du travail proposé par les associations locales, des activités spécifiques pour la période estivale? Quelles animations pour ceux qui ne partent pas? Et en un mot, que feront précisément les enfants, les jeunes derniers, que pourront-ils faire? Et ces animations seront peut-être du travail. Madame Ménard va vous donner la réponse. Jeunesse, car comme vous le savez, nous sommes à la vie depuis seulement 5 jours. Donc, comme nous nous sommes engagés, nous veillerons à ce que soit proposé durant tout l'été des activités pour les enfants et les jeunes dans le respect des consignes sanitaires. Il y a donc 6 semaines d'activité, du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août. Dans le cadre des rendez-vous de la jeunesse pour les 11-15 ans, des activités alternant des sorties sportives, culturelles et des temps libres. Le tarif est fixé à 15 € la semaine pour les Bernayens. En direction des jeunes du quartier politique de la ville, notamment des enfants issus du programme de réussite éducative, des vacances de la réussite sont proposées à titre gratuit. Une semaine en hébergement du 27 au 31 juillet à Pont-Louis. Donc c'est un stage alternant des sorties sportives, sorties nature, culturelles et patrimoniales. Il y a aussi une semaine pour préparer la rentrée scolaire sereinement.
pour les futurs 6e au collège. Alors, la programmation culturelle s'adapte elle aussi. Nous aurons 2 concerts en dehors des murs qui seront proposés par le Piaf, donc ce soir et la semaine prochaine. L'abbaye organise à compter de ce soir des visites patrimoniales tous les vendredis soirs pendant tout l'été et le moulin réouvrira ses portes en investissant son jardin. Nous travaillons donc à la mise en place d'animations de type parc aventure accro-branche pour les petits et les grands. Merci. Dernière question. La pandémie semble se préciser de nouveau. Les clusters sont identifiés en augmentation et de les protocoles mis en place sont-ils toujours d'actualité et facilement modifiables en cas de second vague? Quels sont-ils? Pouvez-vous nous dire dès à présent précisément emportera la mise en œuvre et le suivi? En matière sanitaire, la priorité est la sécurité et la protection des agents et des citoyens. Ainsi, il est demandé à chaque direction et service d'assurer la déclinaison opérationnelle des orientations sanitaires nationales dans le cadre donné par la Direction générale des services et sous mon autorité en ma qualité de chef de l'administration. Ces protocoles opérationnels précisent clairement les modalités d'organisation du service, mission ou manifestation suspendue ou adaptée, nouveaux services le cas échéant, planning des équipes, matériel de protection nécessaire et protocoles sanitaires retenus. Par ailleurs, une fiche technique est réalisée pour chaque site physique et indique les agents ou élus sur le site et leur horaire de travail, le protocole de sécurité sanitaire du bâtiment, le sens de circulation, le protocole sanitaire, le protocole individuel, le matériel de protection mis à disposition. Ces dispositions sont actualisées régulièrement au vu de l'évolution du contexte sanitaire local. Je voudrais remercier pour avoir organisé et participé à ce conseil. Je déclare la séance levée.